5 minutes, c'est à peu près le temps maximum pour espérer le minimum de lésions lors d'un arrêt cardiaque. Lors d'une noyade ou d'un étouffement, il faut libérer les voies respiratoires le plus vite possible. Alors que les secours mettent environ 7 minutes pour se rendre sur les lieux d'un drame, ils arrivent souvent trop tard. En alternance, les massages et la respiration artificielle. Pourtant, il y a des personnes en première ligne qui peuvent agir vite et de manière efficace. Comment transformer ce maillon faible de la chaîne de sauvetage en un maillon fort pour sauver des vies? D'accord. Je veux savoir si vous voulez lire sur la suite. 90% de la population avoue ne pas savoir faire un massage cardiaque ou être dépourvu face aux gestes de premier secours. Pourtant, le premier geste qui sauve est celui de téléphoner au 144. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus seul et les spécialistes qui vous parlent peuvent vous aider à faire les bons gestes. Merci. Centrale d'Espoir Gérald, bonjour. Écoutez, il y a mon papa là, il est couché par terre. Alors ce qu'on va faire, moi je vais vous aider, je vous ai expliqué, mon collègue fait le nécessaire pour engager l'ambulance et le médecin. Et on va commencer une réanimation, vous êtes d'accord? D'accord. Alors maintenant tu es à genoux à côté, tu prends ta première main, le talon de ta main, la paume de ta main, tu poses au milieu de sa poitrine, à la hauteur des deux mamelons. Tu poses ta première main dessus. Oui. Tu as fait? Oui. Tu mets ta deuxième main dessus. D'accord? Oui. Ok. Les bras bien tendus. Ok, tu plies plus les bras. Moi, je vais te donner le rythme. Il faut que tu appuies environ 3 à 5 cm dedans sa poitrine. Tu laisses bien remonter sans décoller la main de sa peau. Et moi, je te donne le rythme. Tu es prête, Emma? Oui. D'accord, on y va alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu continues à la même vitesse. Continue. Tu as quelqu'un qui est avec toi là? Oui. Ok. Dis-lui que juste en face de votre maison, il y a la poste. Derrière la poste, il y a un défibrillateur. Tu dis à ta copine ou celle qui est avec toi qu'elle aille tout de suite chercher, d'accord? Va à la poste. Va à la poste, faut que tu ailles chercher un défibrillateur. Derrière la poste. Toi, tu continues à masser, d'accord, Emma? Oui. Ok, alors vas-y, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Emma, est-ce qu'il y a un changement? Il a bougé ton papa? Non. Ok, alors écoute, pour l'aider, on fait que ça. Donc l'ambulance est commandée, le médecin aussi. Toi, tu continues à masser, on attend ta copine, d'accord? Tu t'arrêtes pas, même si je te parle, tu continues à masser, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors Emma, tu as ouvert, tu as posé les pattes. Choc recommandé, éloignez-vous. Ok, personne touche papa et tu appuies sur le bouton pour envoyer le déchet. Vas-y, tu risques rien, c'est très bien, vas-y. Choc délivré. Alors vous continuez à masser. D'accord. Tu vois la machine là, elle te donne le rythme, tu suis la machine là. Ouais, 3, je suis le 4, rythme. 5, 6, 7. Ok, écoute, je vois sur ma carte là, l'ambulance elle arrive maintenant devant la maison chez toi. D'accord. Tu continues à masser jusqu'à ce que l'ambulancier te dise stop, d'accord? D'accord. 9000 personnes décèdent d'un arrêt cardiaque extra-hospitalier chaque année en Suisse. 12 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Plus de 8 000 ont un accident grave de la circulation et 1 500 ont un accident mortel dans le cadre de leur loisir ou habitat. Dans notre vie, nous sommes tous susceptibles d'être confrontés à des blessés graves ou à des personnes qui ont besoin d'aide vitale. C'est ce qui est arrivé à Christian Stutzmann, un jour où il se rendait normalement au travail. On a vu qu'il avait une voiture qui a heurté un bus. Et bon, là, directement, je suis allé vers le garçon qui était couché par terre sur le trottoir. Et après, on l'a tiré vers la pelouse. Et quand on l'avait sur la pelouse, à ce moment-là... C'était un jeune garçon, c'est ça? Oui, il avait 10 ans. Et bon, là, c'est clair. Il était dans quel état? Là, il était déjà dans des vapes. C'était ici en fait? Oui, c'était sur cette route.
À peu près, c'était un peu plus bas parce que c'était là-bas sur la pelouse. Mais après, l'hélicoptère, il s'est posé ici. Le 6 avril 2012, Christian Stutzmann se souviendra de cette date toute sa vie. Il s'arrête ici sur les lieux d'un accident pour porter secours à un jeune garçon de 10 ans. Lorsqu'il le place en sécurité, le garçon est inconscient, il respire encore, mais quelques minutes plus tard, son cœur cesse de battre. C'est à peu près ici que ça s'est passé. On l'a tourné sur le dos. Et c'est là qu'après, j'ai vu qu'il avait les lèvres qui étaient bleues. Et là, j'ai commencé le massage. Après vérification s'il avait des pulsations ou un battement de cœur. Mais bon, après, il faut prendre le courage par les deux mains et il n'y a aucune solution. Soit on le fait ou soit le garçon il meurt à ce moment-là parce que c'est pas possible autrement. Et là, il fallait vraiment agir. Sans ce massage cardiaque, le garçon serait certainement décédé. Et bon, là, après, j'ai fait 30 compressions. Et par la suite, j'ai vérifié de nouveau les pulsations. Et là, le pouls, il était de nouveau palpable au bras. Et après, il a aussi le petit garçon qui a commencé à germir à ce moment-là. Et je savais que pour le moment, il était tiré d'affaire. Donc vous aviez déjà suivi des cours ? J'ai suivi des cours quand j'étais à l'école infirmière parce que là, on a fait le cours de réanimation cardio-pulmonale. Mais ça faisait à peu près 10 ans que j'ai fait ce cours, alors c'était pas évident. Après, il fallait reprendre tout ce qu'on a appris et agir. Et sur un enfant, c'est aussi particulier ? C'est particulier parce qu'il ne faut pas aller avec toute la violence, comme chez une personne adulte. Christian Stutzmann est infirmier, il connaît les gestes d'urgence et ses connaissances lui ont permis de sauver ce jeune garçon, même 10 ans après avoir suivi un cours. Une enquête récente du TCS et de l'Alliance suisse des Samaritains révèle toutefois qu'en général, les Suisses ont de graves lacunes en matière de premiers secours. 80% ne savent pas comment aider un blessé qui saigne abondamment, 90% sont incapables de faire une réanimation cardio-pulmonaire. La centrale du 144 joue donc un rôle important pour aider les gens à prendre les bonnes décisions et à faire les bons gestes sur les lieux d'un accident. La 144, ce n'est pas simplement l'engagement des moyens, c'est aussi des mesures qu'on appelle des mesures post-envoi, qu'on va demander donc aux tierces personnes de prendre en attendant que les secours n'arrivent, et aussi des mesures qu'on appelle pré-arrivées, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement ou des mesures de prise en charge du patient pour permettre justement le maintien des fonctions vitales, si possible, avant l'arrivée des secours. Centrale des secours, Gérald, bonjour. Et maintenant, donc, il est inconscient. Gérald Morard est régulateur médical à la centrale des secours. Il est l'un de ceux qui prend ces mesures post-envoi. Il gère les situations depuis ici, engage les moyens nécessaires, tout en accompagnant par téléphone. Vous passez bien fort, vous me dites s'il a une réaction ou pas. La personne, il faut qu'elle comprenne que nous, on reste en ligne avec eux, on leur explique les gestes à faire pour les aider et les collègues ont déjà fait le nécessaire pour l'engagement du moyen adéquat, c'est-à-dire l'ambulance avec le médecin, l'ambulance uniquement, l'hélicoptère, les moyens qui sont besoin. Sophie Maté ne savait pas du tout comment pratiquer un massage cardio-pulmonaire. Elle l'a appris à ses dépens lorsque son mari Christophe a fait un arrêt cardiaque en juillet dernier. Santé, Christophe. On s'était mis au lit vers 11h du soir et puis Christophe venait de s'endormir. Et puis soudain, il a commencé à respirer vraiment de manière anormale, et vraiment de manière forte. Comme il était figé et puis qu'il ne respirait plus, j'ai repris mon attel et puis j'ai appelé le 144. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de grave vraiment qui se passait. Et puis là, au 144, on m'a expliqué comment il fallait faire le massage cardiaque. Ils m'ont donné les étapes, vraiment. Le monsieur m'a coaché, il a compté en même temps que moi. J'ai trouvé vraiment fantastique d'avoir quelqu'un qui était là au bout de la ligne et puis qui ne m'a pas lâché, qui m'a encouragée, qui avait une voix bien sûr ferme et puis posée. De toute manière, quand c'est comme ça, il faut y aller. On n'a pas le choix. Alors, on se rend bien compte, c'est une question de vie ou de mort. Il faut y aller.
de respirer de nouveau. Réveille-toi. Ok, madame, calmez-vous, moi je vais vous aider, d'accord? Vous vous calmez, ok? Oui. Alors maintenant, il est sur le dos, il a bien les voies respiratoires bien dégagées, la tête en arrière, d'accord? Oui. Ok, maintenant vous le pincez, madame, calmez-vous, vous le pincez à l'intérieur du bras. Dans le muscle, là, vous le pincez super fort, voir s'il a une réaction, oui. Il respire pas. Madame, faites ce que je vous dis et puis je sais. D'accord, pincez-le bien fort. Oui. D'accord, est-ce qu'il a une réaction ou pas? Non, il a toujours les yeux grands ouverts. D'accord, écoutez madame, ce qu'il faut faire, les moyens sont engagés. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est commencer une réanimation, je vous explique ce qu'il faut faire, d'accord? Il m'a bien expliqué comment il fallait poser les mains sur sa poitrine. Et puis ensuite, il m'a vraiment donné le rythme du massage cardiaque, justement, on comptait. Et puis il m'a expliqué la position à adopter. Et puis sans relâche, c'est long vraiment de faire. C'est vrai que c'est aussi assez peut-être physique, mais il faut pas lâcher. 10, 11, 12, 13, 14, 15... Aujourd'hui, Christophe va bien. Il n'a pas de séquelles de son accident. Il ne sait toujours pas ce qui a provoqué son arrêt cardiaque, mais il a eu beaucoup de chance dans son malheur d'avoir quelqu'un à côté de lui à ce moment précis. Moi, j'ai pas de souvenir, si ce n'est de m'être endormi et puis voilà. J'ai commencé à réagir 4 jours plus tard à l'hôpital. C'est par la suite, quand elle m'a expliqué ce qui s'était passé, que je me dis c'est incroyable parce qu'on est là et puis c'est la lumière qui s'éteint et puis voilà. On ne réagit pas du tout, je me rappelle de rien. Elle a tout de suite analysé la gravité de la situation, donc tout de suite appelé 144 et puis ouais, je suis quand même un peu étonné de cette réaction-là. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Des fois je me dis, le pire m'est arrivé, d'avoir quelqu'un à côté de moi, de si proche, en si mauvaise posture, qui est en train de mourir. Et puis j'ai fait partie de la chaîne de tous ces gens qui ont contribué à le sauver en fait. Alors j'essaie de tirer de la force de ça. Je me dis j'ai réussi à réagir, c'est fantastique. Là, il est en train de respirer, vous entendez, mais il a toujours les yeux grands ouverts, il est inconscient, il ne voit pas. D'accord, mais il a une respiration, madame? Ouais, là, maintenant, il a à nouveau plus. Il a à nouveau plus de respiration. D'accord, alors il faut continuer à masser comme vous avez fait là, d'accord? C'est la seule chose qu'on peut faire pour l'aider, d'accord? Mais ça va venir. Oui, on a tout engagé, madame. Voilà, s'il respire comme ça, c'est pas grave, vous continuez, madame. La chaîne de sauvetage est bien ficelée en Suisse. Le 144 met en route les secours, que ce soit les ambulanciers, hélicoptères, médecins du SMUR, qui prennent en charge sur place. Dans les villages éloignés, des FIRST sont de piquet pour prodiguer des soins d'urgence de première ligne. Mais le temps avant l'arrivée des secours professionnels peut paraître très long lorsque l'on est confronté à une situation de vie ou de mort. Disons qu'on arrive sur les lieux d'un accident et puis qu'il y a une personne comme ça, inanimée, qu'est-ce qu'il faut faire? Dégager le menton de sa poitrine pour faciliter la respiration. Si on a une respiration, la personne, on peut la laisser dans la position où elle se trouve. Comment on sait s'il y a une respiration, on s'approche? Donc là, en général, ou visuel comme ça, ou une bonne technique, c'est aussi de poser sa main sur le ventre et on sent très bien la respiration. Comment est-ce qu'on fait un massage cardiaque simplement? Donc un massage cardiaque, toujours enlever le vêtement, la chemise, le pull. On doit être avec la paume de sa main sur la peau de la personne blessée du patient. Ensuite, pour que ce soit assez simple, les personnes qui ont un petit peu l'habitude, on peut séparer. En fait, on doit plus ou moins avoir la paume de sa main entre le plexus et ici, donc comme ça. Aux gens, nous, on explique quand c'est une intervention par téléphone à quelqu'un qui n'a jamais fait de massage, à peu près en ligne des mamelons, on pose le premier talon, la première paume de sa main au milieu, sa deuxième main dessus. Être à une position comme je suis moi, la technique d'avoir un bras entre les jambes, ça facilite assez bien. Comme ça, essayez d'être le plus perpendiculaire possible de la personne. Donc ça, la deuxième main dessus. Et ensuite, il faut masser sans plier ses bras. Tenir les bras bien tendus, masser comme ça.
Nous, on donne le rythme. Si on est en centrale, on peut donner le rythme. Et pour les gens, il faut à peu près 100 compressions par minute. Donc c'est très rapide, c'est vrai. Il faudrait avoir une pression, on donne à peu près 3 à 5 cm à l'intérieur de la poitrine du patient. Poser, appuyer et après on y va. Donc 100 par minute, il faut quand même aller assez rapidement. Donc lors d'un arrêt cardiaque, il n'y a plus de circulation du sang et donc plus de distribution d'oxygène dans les différents organes, notamment au niveau du cœur et du cerveau. Et il est très important effectivement, dès les premières minutes, dès les premiers instants, de remettre en place une circulation pour amener effectivement l'oxygène à ces organes. Donc plus on est rapide au niveau de la prise en charge, mieux c'est. Et le massage cardiaque, ce qu'il va permettre effectivement, le massage cardiaque manuel, il va permettre en attendant de mettre en place d'autres mesures de réanimation, de maintenir effectivement un débit cérébral, un débit cardiaque. À côté du massage cardiaque qui permet d'oxygéner le cœur, l'utilisation d'un défibrillateur peut aider à resynchroniser le rythme cardiaque. Alors le défibrillateur, justement, lui vient souvent en relais d'un massage cardiaque. Quand on a une inefficacité du muscle cardiaque, ça ne veut pas dire que le cœur ne fonctionne plus, ça ne veut pas dire que le muscle est détruit, mais simplement qu'il n'y a plus de synchronisme entre la contraction des différentes fibres musculaires. Donc on n'a plus cet effet de pompe qui est bien organisé et qui est bien structuré au niveau des différentes fibres. En Suisse, il y a de plus en plus de défibrillateurs dans les lieux publics, à la poste, dans les pharmacies, dans certains magasins. Ils sont faciles d'utilisation. Il suffit de suivre les indications vocales. Une personne, et ça a été démontré, donc une personne même naïve, c'est-à-dire qui n'a pas eu cette instruction par rapport à des manœuvres de réanimation et qui suit parfaitement des instructions téléphoniques, est totalement efficace. Chaque situation est différente et demande une appréciation des lieux et des conditions de sauvetage. Les spécialistes du 144 ont un protocole rationnel pour tout type de situation. Mais il arrive que la peur bloque certaines personnes à intervenir pour en sauver une autre. Jean-Michel Brutin a été confronté à l'une de ces situations difficiles. Il a dû prendre une décision courageuse pour sauver un homme. Un dimanche matin, alors qu'il s'engage sur l'autoroute à la hauteur de Saxon, il voit une voiture en feu. Il s'arrête sur la voie d'urgence, mais il est alors de l'autre côté de l'autoroute. On arrive, on voit, bon, la voiture est en feu, mais il n'y a pas vraiment de risque. On va dire, pour l'instant, ça va, disons quand il y a du temps. Mais au bout d'un moment, quand vraiment les flammes sont arrivées contre l'habitacle, le pompier n'est toujours pas là. Alors moi, je sais que j'ai hurlé depuis l'autre côté. Je dis, ouais, il faut aller en là, le tirer dehors. Je sais qu'il y en a un qui m'a regardé. Et puis, pour finir, 10 secondes, regarder en sang là, et puis hop, à travers. Jean-Michel Brutin est sapeur-pompier, il sait qu'il faut agir vite. Les personnes qui ont alerté les secours se trouvent plus près que lui du lieu de l'accident, mais il n'ose pas s'approcher de la voiture en flammes. Jean-Michel prend alors un grand risque. Il traverse les 4 voies d'autoroute pour porter secours à la personne bloquée. C'est difficile à dire combien de temps ça fait que j'étais là. Très difficile parce que à ce moment-là, gérer le temps. C'est impressionnant pour dire que l'alarme a été donnée, ils ont mis un peu moins de 7 ou 10 minutes pour arriver sur place. J'ai l'impression que ça fait des heures. Ça fait vraiment des heures. Puis ça vous fait quoi de revenir ici, là? Ouais, ça fait que ça. Je revois en tout cas, quand je vois, je vois déjà la voiture en feu, mais je vois surtout ce qui m'a marqué le plus, ça reste quand même la traversée de l'autoroute. Ça, je dois dire que c'est toujours un peu ce qui me fait rigoler quand j'arrive sur place. C'est toujours le petit sourire, c'est que je vois la circulation quand je rentre le soir de monter. J'ai traversé l'autoroute, là, c'est carrément impossible. Pour son geste, il reçoit 2 distinctions de la Fondation Carnegie et des Chevaliers de la Route. Les jours qui suivent sont chargés pour lui. La presse relaie son histoire et les discussions après coup avec ses amis et collègues pompiers le laissent songeur. Beaucoup de gens disent « ouais, moi j'oserais pas, moi j'ai peur, si on le bouge, on fait quelque chose, il reste paraplégique, on ne sait jamais ». C'est beaucoup d'appréhension de ne pas intervenir en disant qu'ils ne savent pas ce qu'ils risquent. C'est parce que je ne pense pas que le problème vient de ne pas savoir trop quoi faire. Quoiqu'il y en a certains qui ne savent vraiment pas, qui devraient refaire les Samaritains, je pense que ça leur ferait du bien. Mais c'est surtout vis-à-vis de responsabilité.
C'est surtout ça le problème, c'est la responsabilité de tirer quelqu'un dehors et puis de dire, ben voilà, il est paraplégique, vous l'avez tiré dehors, vous l'avez sectionné la colonne, il ne marchera plus jamais de sa vie. Moi, personnellement, je ne me pose même pas la question. De toute façon, mieux vaut faire que rien faire, puis rester à côté, puis qu'il y reste. Ça, c'est clair. On considère que quand on vient aider quelqu'un, on doit tolérer des petits sacrifices. C'est-à-dire par exemple le coût d'un appel téléphonique au service d'urgence ou à un médecin, ou bien des taches de sang sur ses vêtements ou des taches de sang dans sa voiture si on transporte un blessé. Ça, c'est des petits sacrifices qu'on peut attendre de nous dans le cadre de l'obligation de prêter secours. Par contre, il n'y a pas d'obligation de se mettre soi-même en danger pour prêter secours à quelqu'un. Donc dans une situation d'accident sur l'autoroute, typiquement, il n'y a pas d'obligation de traverser 4 voies de circulation pour venir prêter secours à un blessé. Quand il y a une bagarre, par exemple, il n'y a pas non plus d'obligation de se jeter au milieu de la bagarre au risque d'être soi-même blessé pour prêter secours à quelqu'un. Et qu'en est-il des risques de poursuite suite à un secours? Quelqu'un qui fera un massage cardiaque et puis qui casserait une côte ou comme ça, est-ce qu'on peut être poursuivi pour ça? En cas d'obligation de prêter secours, il n'y a d'abord pas d'obligation de résultat. Ce n'est pas parce qu'on n'obtient pas le résultat qu'on recherche qu'on peut avoir des ennuis. Donc, on ne peut être inquiété que si vraiment on commet une faute gravissime, évidente, une faute que n'importe qui de raisonnable aurait évité. Maître Odile Pellé est spécialisée dans le droit de la santé. Elle n'a pas connaissance de cas en Suisse impliquant la responsabilité d'un secouriste qui aurait tout fait pour aider une personne en danger et qui aurait été poursuivi par la suite. Alors qu'aux États-Unis, ce type de poursuite a donné lieu à une loi pour protéger les bons samaritains. En Suisse, l'article 128 punit plutôt les personnes qui ne feraient rien pour venir en aide. Des choses à l'étranger, parce que c'est toutes des choses anglaises ou américaines. C'est vrai, là où c'est plus développé. Beaucoup plus, ouais. Chez nous, il n'y a vraiment rien. C'est des questions que les gens ne se posent pas. L'article 128 du Code pénal, c'est donc l'omission de prêter secours. Et le texte est le suivant. Celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qui l'a blessé ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Effectivement, il y a beaucoup de personnes à une certaine période qui disaient « mais moi je ne voudrais pas entreprendre un massage parce que si je vais faire un massage et que je le fais mal, ça se trouve c'est moi qui vais peut-être provoquer des dégâts chez la personne ». En réalité, ce sont de faux problèmes parce que lorsqu'on fait un massage cardiaque, alors il est possible effectivement que ce massage cardiaque entraîne une fracture de une ou plusieurs côtes, mais en tout cas, le massage cardiaque ne peut que sauver la vie de la personne et ne pas le faire ne peut que la laisser mourir. Donc ce sont de fausses idées préconçues et il n'y a pas de risque majeur à entreprendre un massage cardiaque. Il y a besoin de réserver des places pour une exposition. Si, écoute, on regardait avec Jeanne aux infos, le jour, regarde sa bouche. Oh, Jeanne, t'es là? Jeanne, réponds-moi. Dans certains cas, on ne peut rien faire avant l'arrivée des secours. Mais c'est aussi un geste important d'avoir la présence d'esprit d'appeler. Pour les accidents vasculaires cérébraux, par exemple, plusieurs campagnes ont été lancées dans le monde pour mieux identifier et comprendre l'urgence de la situation. Un accident vasculaire cérébral, donc on va le reconnaître par des signes de nature neurologique. Ça peut être la paralysie d'une partie du corps ou d'un hémicorps de tout un côté. Ça peut être aussi d'autres symptômes, donc des troubles qu'on appelle aphasiques, des troubles de la parole, de l'élocution, des troubles du comportement qui sont apparus de manière assez brutale. Donc la symptomatologie peut être très floride et très, très diverse. Et pour l'évaluer, justement, je pense qu'on a besoin d'un professionnel dans les meilleurs délais. Face à l'apparition brutale de l'un des signes suivants, que faites-vous ? Dans le cadre de l'AVC, il y a moyen de faire des prises en charge qui permettent une récupération totale à 100%, à condition de l'avoir fait dans des délais très brefs. Donc il n'y a pas de temps à perdre pour un accident vasculaire cérébral. Il faut vraiment, quand on suspecte un tel problème, appeler la centrale 144 pour avoir les meilleurs moyens de transport, les plus rapides, et surtout donc que ces moyens de transport amènent la personne, le patient, vers l'hôpital de destination le plus adapté. Le délai maximum avant une prise en charge suite à un AVC est de 6 heures. Lors d'un arrêt cardiaque, seule une personne sur 10 arrive à l'hôpital à temps. Que dire des autres accidents qui peuvent frapper notre quotidien?
Alors si l'on peut améliorer les prises en charge sur place, on pourra peut-être sauver plus de vies. La chose à retenir est d'appeler les secours le plus vite possible. Pour cela, il existe une application pour les smartphones, My144. Elle permet aux centralistes de localiser une personne à l'aide du GPS. Ça peut être très utile lorsque vous ne savez pas où vous êtes pour situer des accidents qui arrivent sur des sentiers pédestres, par exemple. Il faut toutefois avertir les centralistes du 144 que vous disposez de cette application lors de l'appel d'urgence. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une belle soirée et une belle semaine.